Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Lydine Vaillant. J'ai écrit le livre Réinventons le secteur de la santé qui s'intéresse justement à ces transformateurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Jean-Marc Desmet qui a une vision intégrative et collaborative de la médecine. Avant de m'identifier en tant que soignant, je suis papa de 4 enfants. Je vis avec, ma compagne depuis, 8 ans, et avec qui, je partage en tous les cas beaucoup de passion, sur l'humain et sur, le bien-être. Mais c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu l'occasion de développer en tous les cas cette passion de l'humain à travers mon métier et la situation, actuelle, en tous les cas le changement de paradigme en tous les cas que je pressens, actuellement, s'accorde assez bien avec ma vision que j'ai de la médecine depuis longtemps. Alors, bon, sur le plan, plus professionnel et donc sur mon parcours, on peut dire qu'il est un peu a atypique puisque j'ai commencé la médecine, il y a donc maintenant, plus de 23-24 ans et j'ai commencé la médecine par, la médecine générale, médecine, de famille, médecin de campagne, on va dire, puisque j'ai eu l'occasion de pratiquer, dans le sud de la Belgique, vraiment une médecine, de proximité, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et qui m'a ouvert à des dimensions, de cette médecine, de terrain où on pratique, en contact, avec les gens, avec les outils qu'on a tout simplement, le bon sens et tout en pratiquant cette médecine, j'ai eu l'opportunité de me former également en médecine d'urgence dans une autre université belge puisque je suis, heu, je suis belge et cette médecine, je l'ai complétée donc par une formation en médecine, d'urgence qui m'a amené à découvrir un deuxième volet, de la médecine, encore, tout à fait, différent, que j'ai eu l'occasion de pratiquer pendant plus d'un an dans une région, beaucoup plus urbaine, de la Belgique et où, j'étais confronté à un autre métier, hein, clairement, un autre métier, à tout autre aspect et tout en me formant, tout en pratiquant alors à ce moment-là des gardes, en faisant du SAMU, j'ai senti que j'avais envie d'approfondir certains aspects de cette médecine, d'avoir une vision encore plus globale et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir, me lancer dans une spécialisation complémentaire, donc de la médecine interne et plus spécifiquement la néphrologie, donc cette spécialité qui s'occupe des patients qui ont des insuffisances, rénales et qui sont, soit dialysés, soit greffés, ou toutes les pathologies, qui touchent les reins. Et en fait, ce parcours, qui a quand même, amené, 17 ans de parcours, m'a fait faire un tour de la médecine qui me permet, je pense, aujourd'hui d'avoir une vision plus transversale de cette médecine et avoir la possibilité, en tous les cas, de connaître différents aspects de celle-ci. Et c'est vrai que une des choses qui m'a impressionné, c'est de voir la méconnaissance des différents
acteurs, des différents spécialistes, des différents généralistes de ce que les autres font. Quand j'étais généraliste, on râlait sur les spécialistes ou sur les urgentistes. Quand j'étais urgentiste, on râlait sur les généralistes ou sur les spécialistes. Et quand je suis spécialiste, on râle sur les généralistes et sur les urgentistes. Et je me rends compte qu'en fait, tous ces soignants, en fait, ils savent pas de quoi ils parlent. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, de travailler 3 ans en milieu universitaire et d'être représentant des étudiants, en formation et de me retrouver au conseil médical, d'une université et puis quand j'entendais, les réflexions qu'on pouvait avoir, au bout de 6 mois, je me suis dit: «Mais oh là là, en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent». Et donc j'ai toujours eu cette dimension-là, très très transversale et par ce parcours-là, j'ai été amené à percevoir, je pense, une vision de la médecine, différente. Voilà un petit peu mon parcours, rapidement brossé, des différents, secteurs, en tous les cas, dans lesquels j'ai été amené à naviguer. À côté de ça, j'ai toujours été fort, intéressé par la dimension vraiment humaine et je veux dire mon fil conducteur, c'est une vision intégrative et collaborative. Ça, c'est vraiment le point pour lequel, quelque part, inconsciemment, j'ai toujours, eu cette, volonté-là d'incarner, de développer, de travailler dans cette dimension-là. Mais et finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des études de médecine? Alors, bah, écoute, ça n'a pas été une vocation comme ça spontanée. Je viens pas du tout, d'une famille de médecins. Alors, comme, un des prédécesseurs dans ce podcast, je suis fils d'infirmière et ça c'est c'est peut-être effectivement, une résonance. En tous les cas, quand je l'ai entendu, ça m'a vraiment fait sourire parce qu'effectivement, c'est, un élément que je que je présente, chaque fois que j'en ai l'occasion. Heu, Ça n'a pas forcément été une évidence parce qu'effectivement, les études de médecine, elles étaient valorisées en termes, intellectuels et bon, on va dire que j'étais un élève, moyen qui travaillait bien, mais qui n'en faisait pas beaucoup, beaucoup, plus qu'il n'en fallait et donc je ne me voyais pas du tout, destiné à ce genre de métier et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une dame, qui s'occupait de l'orientation et donc à un moment donné, j'ai eu cette occasion de pouvoir discuter avec elle. On a pu déterminer un petit peu les éléments qui étaient importants pour moi et c'est vrai que se retrouvaient des éléments de science, d'humain, de contact, d'aide, et donc elle m'a dit: «Mais pourquoi pas la médecine?» et je lui ai dit: «Oh non, non, certainement pas, la médecine, c'est vraiment, moi je suis pas fait pour les études» et puis elle m'a présenté vraiment les aspects beaucoup plus: «Ah mais tu sais, il y a des stages et puis tu rentres» et effectivement, petit à petit, je me suis dit: «Bah, oui, pourquoi pas?» et je suis rentré effectivement dans les années, on va dire, universitaires un peu avec difficulté, mais dès que je suis rentré sur le terrain, là, j'ai rencontré vraiment, à travers le contact avec les patients, ce qui me donnait, du sens et une volonté vraiment de soulager, de rassurer, d'aider, les patients et donc là, j'ai vraiment pu exprimer mon désir. Mais donc c'était une rencontre, progressive, et puis, effectivement, quand j'ai débuté la médecine, j'ai eu la recommandation, de ma mère qui m'a dit: «Bah, écoute, Jean-Marc, tu fais la médecine, c'est très bien, mais le plus important, c'est que tu sois gentil avec les infirmières» et donc quelque part, ça m'a toujours, heu, ça m'a toujours, j'ai toujours été sensibilisé à ça et donc il me semble, ne pas avoir, maltraité, des infirmières dans mon cursus et une petite anecdote, c'est que, effectivement,
dans ma formation en deuxième année, on a un stage d'observation où on travaille, vraiment et on est accueilli par les équipes infirmières, mais aussi par, les aides-soignants, heu, les techniciennes de surface et toutes ces personnes qu'on ne voit pas forcément, travailler dans le service et comme on est complètement perdu dans ces services, on se raccroche à ces personnes un peu de référence et c'est une anecdote, mais j'aime bien la raconter parce qu'il y a une de ces dames, une technicienne de surface qui m'a dit: «Ah mais vous, les jeunes médecins quand vous êtes, comme ça en deuxième année, vous êtes tous, gentils avec nous et puis après vous vous nous vous nous voyez plus» et j'ai fait une promesse à cette dame, j'ai dit: «Non, non, moi je vous oublierai jamais» et je pense que j'ai jamais oublié et donc pour moi un hôpital un hôpital c'est une équipe, c'est un groupe de personnes et je pense que j'ai gardé, ça et je pense souvent à cette dame et je l'ai jamais oubliée et au jour d'aujourd'hui, vraiment dans le monde et dans la difficulté qu'on traverse dans le monde, de la santé, dans les hôpitaux en général, c'est vraiment cette dimension humaine et relationnelle qui est essentielle. Donc voilà, je pense, avoir gardé cette âme-là et dans mon parcours un petit peu atypique, j'ai essayé de garder, une vision globale, une vision, la plus simple possible et donc ça, c'est vrai que débuter la médecine, de campagne, bah, ça met vraiment les idées, au clair et dans la simplicité, donc voilà. Et alors tu parlais de ton fil conducteur, ta raison d'être un peu, donc la vision intégrative et collaborative de la médecine. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça recouvre comme notion? Pour moi, la médecine intégrative, c'est vraiment intégrer la dimension, scientifique, donc la rigueur scientifique qui est vraiment, essentielle. Je pense que c'est la base, de notre travail. C'est cette dimension où on est dans du rationnel, associé avec cette dimension humaine et relationnelle que le soignant est amené à développer avec, le patient et pour moi, c'est un peu comme, les deux ailes d'un oiseau. Si on n'a pas ces 2 compétences, le savoir et le savoir-être, ben, on ne sait pas faire de la médecine et je rappelle que la médecine est un art et je pense que c'est pas que des connaissances, c'est vraiment aussi un art d'accueillir la personne que l'on va soigner avec sa singularité et donc pour moi, la dimension intégrative, c'est vraiment ça. C'est pas un choix entre la médecine scientifique ou la médecine alternative, un terme que je n'aime pas du tout, mais une ouverture vers ce qui marche et ce qui fonctionne pour le patient. J'aime bien citer, le Dalaï Lama qui ne parlait c'est pas un propos pour la médecine, mais je me le suis approprié. Il a dit, à propos de la méditation, mais je l'étends ici à la médecine, il dit: «La bonne pratique, c'est celle qui marche». Et moi, dans la médecine intégrative, j'ai envie de dire que la bonne médecine, c'est celle qui marche pour le patient, qui lui permet d'avoir, l'autonomie, d'avoir, du bien-être, hein. Je rappelle que la définition de l'OMS de la santé, c'est aussi, ce n'est pas que de ne pas avoir une maladie, mais c'est aussi être en santé, en vitalité et donc tout ce qui permet à notre médecine d'améliorer, l'état du patient est pour moi bon à prendre, mais effectivement avec ce juste équilibre de d'associer science et conscience, on va dire. Ça, c'est la dimension intégrative et alors la dimension collaboratif, je dirais que, c'est quelque chose, heu
qui a quand même pas mal existé par le passé, mais sous forme plus de compagnonnage, enfin non, c'est pas le bon terme, mais d'accompagnement heu, de de jeunes médecins, mais c'était un peu plus dans une dimension patriarcale et maintenant je pense que, on est dans une dimension, dans un nouveau paradigme où la médecine, associe le patient non plus comme un objet, mais un sujet. Et donc dans le collaboratif, il y a maintenant, il y a le soignant, le soigné et l'interaction qu'il y a entre, et donc là, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à développer. Les patients sont demandeurs, les patients seront les acteurs de ce changement. Ils s'organisent, il faut pouvoir les entendre, il faut pouvoir les intégrer et là, je pense qu'il y a un réel changement qui est en train de s'opérer, qui est pas encore, bien capté par tout le monde, mais qui est là et qui est vraiment, essentiel. Et donc, voilà un petit peu ma vision de la médecine intégrative et collaborative. Donc, vraiment dans dans la dimension intégrative, c'est surtout ne pas rejeter et c'est plutôt l'association que l'exclusion. Ouais, que l'opposition. Mmh. D'accord. Et c'est une vision qui est, je dirais qui est un peu partagée en Belgique ou c'est où tu fais figure de d'ovni avec cette belle vision de la médecine? Il y a 10 ans, quand j'ai lancé, l'association Soignants en conscience, probablement que j'étais, vu, comme un extraterrestre et donc j'ai décidé d'avoir vraiment plutôt un profil de proposition et donc mon but, n'était pas d'imposer, une vérité, un nouveau dogme, une nouvelle croyance. Je pense qu'il y en a assez et qui font assez de dégâts, mais c'était plutôt de simplement d'être dans la proposition, d'expérimenter, d'autres choses pour le monde des soignants. Et donc j'ai pas fait de prosélytisme, j'ai juste proposé des moments où les soignants pouvaient se poser et au départ, je voulais vraiment viser cela heu, principalement aux médecins parce que je pense que c'était eux qui étaient les plus résistants. Je pense que dans le monde, paramédical, les gens sont beaucoup plus ouverts à ces dimensions-là, beaucoup plus demandeurs et les patients aussi. Mais je voulais donc justement toucher plus particulièrement, les médecins parce que je pense quand on permet à un médecin de s'ouvrir à une autre dimension et ben, en touchant un médecin, ben, on touche, pas mal de patients indirectement et donc oui, j'étais probablement un ovni, mais un ovni très discret parce que je j'avançais, j'avançais, ça me donnait du sens en tous les cas de le vivre moi, ça me donnait du sens de le partager avec des soignants et puis je me suis rendu compte que, bah, ces week-ends que j'organisais, bah, se sont élargis à des infirmières, des kinés, des psychologues et que cette interaction était extrêmement bénéfique parce que, les gens se découvraient, ils disaient: «Ah mais je pensais pas que des médecins pouvaient penser comme ça» et je pense vraiment qu'aujourd'hui, très clairement, je plus du tout un ovni. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins qui s'ouvrent à des dimensions. Mais comme il y a un flou dans cette dimension intégratif, on peut un peu tout trouver, on peut, trouver un peu tout et n'importe quoi. Les gens ne se reconnaissent pas forcément entre eux. Mais moi, j'estime qu'il y a, au jour d'aujourd'hui, plus de 30 à 40 de soignants et même, je dirais, de médecins qui aspirent vraiment à une, médecine, hem, plus, plus ouverte sur cette dimension, humaine et je pense que le fait que la féminisation de la médecine, opère est, aussi une belle opportunité, de s'ouvrir. Je pense que de plus en plus, et donc, pour l'anecdote, ben, j'avais des collègues qui, au fur et à mesure, avaient entendu parler et puis l'un disait: «Ah, est-ce que» ils envoyaient leur épouse infirmière en éclaireur, puis ils venaient et puis voilà. Mais je l'ai fait vraiment plus dans une vision de partage parce que d'ailleurs cette association,
elle avait, c'est une association loi 1901 et dont le but social, c'est, que les bénéfices, étaient reversés à des associations créées par des soignants pour des patients et donc ça permettait en tant que soignant, à se faire du bien en faisant du bien à d'autres et donc on soutenait, des associations comme, Infirmiers de rue qui est un groupe d'infirmières qui va au contact, à Bruxelles de patients qui ne vont même pas dans les structures médicales, à l'association, française, au sein des femmes, qui a été créée par une gynécologue française et puis qui est venue également, sur la Belgique et qui a créé des maisons d'accueil pour patients, et patients, cancéreux et qui avaient, des espaces de bien-être et donc cette association, fonctionne toujours avec cette volonté de redistribuer ce qui nous fait du bien sous forme, de dons ou de soutien. OK. Et alors justement, qu'est-ce que bon, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais, expliquer, ce que en quoi elle consiste cette association Soigner en conscience? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous faites? Bon, tu as expliqué qu'il y avait des week-ends, mais voilà, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que recouvre cette association Soigner en conscience? Alors Soigner en conscience, a été créé en fait, j'ai eu l'occasion moi, il y a une quinzaine d'années, comme beaucoup, d'avoir une petite crise un peu existentielle, de me poser, des questions, sur, le sens de ce que je faisais et donc cette démarche personnelle m'a permis de découvrir, la pleine conscience, la méditation. Ça m'a fait énormément de bien et donc j'allais faire des retraites qui étaient pour moi vraiment, des moments de ressourcement qui me faisaient vraiment, beaucoup de bien et puis, comme c'était en France, je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas faire venir la personne qui animait ces retraites, en Belgique?» Ce que j'ai eu l'occasion de faire et puis, je voyais que c'était vraiment, très plaisant et puis je me dis: «Ouais, ça ferait tellement de bien au monde de la santé, d'avoir ce moment, où on se reconnecte à soi», et donc et j'ai eu l'occasion de rencontrer des infirmières qui participaient à ça et puis on s'est lancé dans l'idée de proposer ça, aux soignants, mais sans aucune, arrière-pensée, sans vouloir, promouvoir quoi que ce soit, juste avoir un temps de pause, et donc j'ai fait intervenir, des professionnels parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas la légitimité d'animer, des stages et donc j'ai fait, intervenir des personnes qui, permettaient de découvrir ces moments de quiétude, mais aussi de communication, des psychologues, des médecins qui s'étaient formés à la pleine conscience. Voilà, il n'y avait pas d'objectif, de formation, il y avait vraiment, l'objectif de se retrouver, de se reconnecter à soi et de partager. En plus dans un lieu magnifique, de la Belgique, l'abbaye d'Orval, qui est qui est vraiment un lieu, magnifique et de manière tout à fait laïque et c'était extraordinaire de voir, 30-35 soignants qui, partageaient pendant 3-4 jours, sous forme de retraite, en cuisinant ensemble, en mangeant, heu, les plats qu'on avait préparés nous-mêmes, en toute simplicité et on a eu que des retours, positifs. J'ai eu même la chance d'avoir un de mes professeurs, d'université qui était venu, et qui m'a fait un très beau cadeau, à la fin du stage. Il m'a dit: «Jean-Marc, je voudrais te dire un truc et il y a une chose que je regrette» et heu et je me dis: «Aïe, aïe, aïe», et puis il me dit: «C'est de pas avoir fait ça plus tôt» et heu et ça c'était vraiment chouette, parce que je me suis dit, voilà, ça fait du bien, ça nous fait du bien et en plus on fait du bien à d'autres
d'autres associations et donc voilà, après on animait des séminaires, on a fait des week-ends, comment approcher, comment toucher un patient, à travers on avait invité quelqu'un qui faisait de l'aptonomie et qui, nous a appris à comment on rentre en présence, avec la personne, en la touchant, mais en étant conscient qu'on la touche et donc plein de choses qui toujours en lien avec la médecine, mais finalement, l'expérience qu'on faisait vivre, elle était surtout, très expérientielle pour le soignant, pour lui-même et on se déconnectait complètement de la tête, hein. Nous les particulièrement les médecins, on est hypertrophiés de la tête et on est un peu plus fermé du cœur et du corps, hein. Enfin, je fais des généralités, mais là, c'était vraiment l'idée de s'ouvrir à d'autres dimensions et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a j'ai fait faire une fresque, alors où, on voyait, 30 médecins qui étaient en train de de dessiner une fresque comme des enfants, et qui étaient, plongés dans cette activité avec, plein d'enthousiasme. Ils sont chacun repartis avec un bout de la fresque, enfin des choses qui peuvent paraître complètement hors sol, hors propos et qui pourtant nous permettent de nous ancrer et nous amènent à amener cette dimension essentielle dans le soin, le lien à soi pour être en lien à l'autre. Et donc l'objectif de soigner en conscience, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je pense que souvent, nous, soignants, bah, si on s'oublie, on devient un soi niais et quand le soi est nié, eh ben, c'est difficile de rentrer en contact, avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que vraiment, au jour d'aujourd'hui, la médecine va mal, enfin n'est pas en super forme, parce que les soignants ne vont pas bien et donc là, je pense qu'il y a vraiment de quoi retravailler pas mal la manière d'envisager notre métier et je pense que vraiment, ralentir, c'est permettre d'aller, plus vite, mieux, et ça dans mon parcours, j'ai eu l'occasion en tant qu'urgentiste qu'on pouvait, heu, très rapidement rentrer en contact, même dans l'urgence. Moi pendant toutes mes années aux urgences, j'ai jamais eu de plainte. Simplement, j'avais appris, très rapidement à m'identifier en disant: «Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Desmedt, vous venez pour telle, problématique. On va faire ci, ça, ça. Ça va prendre 2 heures parce qu'il faut attendre les résultats de la biologie et je reviendrai vous dire, ce qu'il en est exactement et ce qu'on fera». Bah, si vous dites pas ça, vous laissez la personne dans une incertitude et c'est extrêmement violent. Donc, avec des petites techniques de communication simples, on peut faire énormément. On n'a pas besoin de faire, beaucoup de choses. Mais voilà, c'est dans chaque, tranche de métier que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai appris des choses. Hem, le SAMU, ça m'a permis de collaborer quand vous prenez, quand vous partez sur une intervention, sur une intervention, SAMU, bah, il y a le temps de chacun. Le 1er temps, c'est le temps du conducteur. Il faut se mettre à la disposition du conducteur pour arriver à bon port. Parce que si vous n'arrivez pas, bah, vous ne pouvez pas soigner le patient. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de GPS, il fallait lire la carte, il fallait se mettre à disposition du conducteur. Et dans le 2e temps, quand on arrivait sur place, bah, c'est le temps du médecin. Il faut rapidement identifier quel est le problème, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Et donc là, les autres doivent se mettre à disposition du médecin. Et puis quand, on doit commencer à mettre des perfusions, c'est le temps de l'infirmier. Et là, il faut pas lui donner, 3 ordres en même temps. Il faut lui dire: «Bah, voilà, on va mettre une perfusion. Après, quand tu auras mis la perfusion, on va mettre tel médicament et après» donc il fallait séquencer sa manière de communiquer. Et donc dans chaque spécialité que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai appris des tips, des attitudes
qui me font dire: «Bah, ça marche beaucoup mieux quand on fait attention à ces dimensions-là». Et ça, c'est vraiment ça que je souhaite, partager aujourd'hui et à travers cette association ou Medix, bah, c'est ce que je souhaite partager aux soignants, aux jeunes soignants comme aux plus âgés. Mmh. Et soigner en conscience existe toujours ou Alors j'ai parlé au passé parce que la pandémie nous a obligés à annuler pour la première fois en 10 ans notre retraite, qui était prévue en novembre 2020. Et donc actuellement, bah, je suis justement sur, la réflexion de pouvoir reproposer, une retraite en octobre, novembre 2021. Mais c'est vrai que la situation sanitaire ne nous permettait plus de faire des événements présentiels et comme le cœur de Soigner en conscience, c'est faire des expériences, c'était difficile de faire vivre des expériences, par webinaire interposé. Donc pour l'instant, c'est un peu au stand-by, mais ça ne demande que de repartir. Et donc, en attendant, beh, j'ai continué à proposer de rencontrer des personnes, inspirantes, à travers des webinaires et des échanges, comme j'ai pu le faire avec toi, suite à la lecture de ton livre qui m'a vraiment permis de me dire: «Ben voilà, on n'est vraiment pas tout seul, on est bien plus nombreux qu'on le pense». Et je pense que la difficulté d'une médecine intégrative et collaborative, c'est que les soignants ont la difficulté de pouvoir se reconnaître. Comme chacun va avoir un angle d'approche un peu différent, un peu inhabituel, bah, les gens peuvent ne pas se reconnaître. Alors, c'est ce qui m'a fait penser qu'il fallait articuler cette reconnaissance, non pas sur une formation ou sur une donnée bien spécifique, mais sur des valeurs. Et c'est comme ça qu'est né, Medix, qui est une espèce de spin-off de Soigner en conscience et qui s'adresse vraiment aux soignants porteurs de projets à développer, leurs soft skills pour, mettre leurs projets, en en route et qui, vraiment vont développer ces compétences, essentielles à transformer la médecine, de demain. super. Et donc tu à travers ce projet Medix, tu les aides à, tu aides, comment ils viennent à toi comment? Comment ils et tu les aides à monter leur projet? Comment ça se passe? Alors, donc, ce que je n'avais pas encore dit, c'est que donc, en dehors de mes activités, médicales, c'est vrai que je me suis intéressé à professionnaliser un petit peu mon approche et donc je me suis formé en 2016, au coaching, que je pratique depuis 2018 maintenant et ce qui m'a permis d'accompagner des soignants comme des non-soignants, mais c'est vrai que mon cœur de cible, c'est quand même, les soignants, pour leur permettre à redonner du sens à leur travail. Donc ça m'a ouvert, effectivement cette dimension-là. Puis je me suis formé, en intelligence, collective et notamment à l'utilisation de groupes mastermind. Alors, c'est pas le jeu, où il faut trouver les 4 couleurs. Mastermind, c'est vraiment, un groupe, de personnes, de 5 à 7 personnes qui vont croiser leurs regards pour permettre à une personne, du groupe d'identifier des pistes de solutions par rapport à une problématique qu'elle rencontre. Et donc cet outil-là, ça c'est la 1re, porte d'entrée que j'ai proposée. C'est effectivement à des soignants porteurs de projets de se retrouver, pour partager leur vision et leurs problématiques de la mise en place de ces projets. Donc ça, c'est les choses que j'ai professionnalisées, on va dire et actuellement, ce que je suis en train de proposer, c'est, après avoir suivi une 3e formation sur les soft skills justement, sur comment développer ces soft skills et comment les mettre en œuvre dans cette période un peu délicate, c'est, de développer les soft skills, des soignants.
Et donc ça, c'est une approche, liée au coaching, mais aussi au développement de nos qualités, on va dire plus intrin plus intrinsèques, plus comportementales et qui nous permettent de, bah, de faire preuve d'agilité, de résilience dans cette période. Et c'est clair que, bah, la crise ici sanitaire, la pandémie a été pour moi, un vrai défi, tout d'abord personnel. Donc, avant de partager, ces enseignements et ces pratiques, bah, je les ai surtout, mises en œuvre dans ma pratique, de médecin néphrologue et de médecin, hospitalier à devoir gérer la crise. Et donc, voilà, actuellement, je suis en train de modéliser et de préparer cette, proposition de formation pour la rentrée, dans l'écriture, de de cela. Mais ça restera très pratico-pratique parce que en fait, la théorie ne m'intéresse pas trop. Je me rends compte que ce qui vraiment marche, c'est d'expérimenter. Et donc dans les valeurs que j'ai choisies, pour Medix, il y a l'ouverture. Donc l'ouverture dans le sens, ben, de s'ouvrir à des dimensions autres que la médecine, classique. Et donc, ben, mon parcours, s'est ouvert à d'autres dimensions. Il y a l'autonomie parce que ce que l'on doit au patient, c'est de lui permettre de s'ouvrir à sa propre autonomie, sa propre capacité de se prendre en charge. Ça, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut offrir en tant que soignant, c'est d'aider le patient à aller chercher ses propres ressources, à lui dire de faire confiance à son corps, à sa capacité à gérer. La troisième valeur, c'est l'excellence, et dans l'excellence, c'est pas être, le plus intelligent, c'est donner le meilleur de soi. Et donc, combien de soignants sont en souffrance parce qu'ils ont une haute exigence par rapport à eux-mêmes? C'est pour ça qu'il y a tant de burn-out dans notre profession. Et donc, vraiment, c'est donner avec les moyens que l'on a, se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille, un peu mieux et que j'aille dans le sens, qui fait que je suis en accord avec, la manière dont je travaille». Ça, c'est vraiment important. Et la dernière, c'est la synergie. Et la synergie, c'est vraiment la capacité de voir, dans ces équipes, les différents talents, parce qu'en 2021, on ne peut plus avancer tout seul. Il y a 25 ans, on pouvait être un médecin, mandarin qui croyait tout savoir. Maintenant, tout ça, c'est fini. Sans une équipe, on n'est plus rien. Je pense que vraiment, là, les médecins particulièrement doivent descendre de leur piédestal. Et le levier qui va faire la différence, c'est les équipes. C'est ce que j'appelle l'intelligence, humaine et collective, donc l'IH et l'IC, et qui sont essentiels à l'avenir de la médecine. Parce qu'on parle beaucoup du numérique et de l'IA comme, révolutionnaire. Je pense que c'est vraiment très important d'intégrer cette dimension-là. Mais l'IA sans l'IH et sans l'IC, ça vaut rien. Ah ouais. Et pour faire tout ce que tu as mis en place, mené, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu besoin de désobéir? Est-ce que tu as dû prendre des risques? Ouais, il y a 10 ans, j'avais très peur de lancer cette association, en plus soignée en conscience, les gens disaient: «Bah, c'est quoi? C'est une secte?» Enfin donc j'avais eu très peur, et donc j'ai envoyé, mon projet à l'ordre des médecins. Ils m'ont pas répondu. J'ai considéré que c'était un oui. Et voilà, c'est le seul acte, de courage que j'ai osé faire. Après, j'ai appliqué la technique, nul n'est prophète en son pays. Et donc ça veut dire que j'ai jamais fait de promotion, en fait, de cette, association. J'ai laissé venir les gens, à moi, et ça a fonctionné de proche en proche. Et donc, d'autant plus que l'idée de soigner en conscience,
il y a pas de copyright là-dessus. En fait, ce que je disais, c'est que moi, je savais le faire à mon niveau, mais je savais pas faire plus que ce que je faisais. Je faisais quelques week-ends, je faisais ça, enfin, je fais ça bénévolement, soigner en conscience. Ça, c'est vraiment un travail, bénévole puisque les bénéfices sont reversés et donc moi les gens disent: «Ah, c'est génial», mais je dis: «Mais faites la même chose là où vous êtes, tout le monde peut s'inspirer de soigner en conscience et faire la même chose». D'ailleurs, je partageais, les initiatives d'autres personnes et beaucoup de gens qui ont participé à ces retraites ont créé des associations ou des groupes, et voilà, je suis vraiment dans l'esprit donner-recevoir et donc je fais la promotion de leur, parce que je pouvais pas faire plus. Sur ces 10 années, ça me prenait quand même pas mal de temps, mais ça me nourrissait tellement, que voilà. Dès la première année, je me suis rendu compte que en fait, je le faisais pour moi et que finalement, faire de l'égoïsme altruiste, bah, c'était pas un problème. Si ça me fait du bien et que ça fait du bien aux autres, c'est OK pour moi. Très bien. Et c'est quoi le truc qui t'apporte le plus de, satisfaction, personnellement? C'est le retour patient. Je dis toujours, aux assistants, aux jeunes médecins, je dis: «Écoute, moi, on a 2 salaires. On a le salaire, argent et puis on a le salaire du retour des patients» et pour te dire une anecdote, aujourd'hui, ben, j'ai reçu une enveloppe d'un patient et j'ouvre l'enveloppe et je vois un catalogue, par rapport à des vacances et une lettre du patient et il me dit: «Cher docteur, j'ai vu cette revue qui pourrait vous intéresser. À la page 83, vous verrez, que vous avez des informations, sur, les Ardennes belges», parce que simplement en consultation, ben, on avait parlé un peu des vacances et je lui avais dit: «Ah bah tiens, je vais aller avec mes enfants à tel endroit» et donc il m'a envoyé, un catalogue avec les activités qu'il y avait dans le coin où j'allais et avec, des bons de réduction. Et je témoignais avec une fille de mon équipe qui a quitté mon équipe et qui me dit, «Ah, je suis triste parce que je retrouve pas l'humanité qu'il y avait dans notre équipe ailleurs» et alors je lui dis: «Mais voilà, tu vois, ça c'est notre salaire qui vaut tout l'or du monde». Voilà, ouais, pour moi, c'est ça, c'est le retour des patients où j'ai plein d'anecdotes. Tout à l'heure, il y a une patiente qui me parlait et puis elle me dit, «Oh pardon docteur, je vous tutoyais» et je dis: «Mais non, c'est bien, je suis content que moi pour moi, c'est le plus beau cadeau, c'est quand mes patients m'appellent Jean-Marc, parce que ça veut dire qu'ils sont en confiance» et donc ouais, je pense qu'on a cette chance de faire ce métier, et ces petites choses-là, moi, c'est ça qui m'apporte le plus. Mmh. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'insupporte le plus? Bah, écoute, figure-toi que pour l'instant, ça va vraiment bien. Autant j'ai pu avoir eu des moments très difficiles, eu envie même de sortir du système. Ah ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à internaliser et donc non, oui, bien sûr, il y a plein de choses qui vont pas bien. Mais aujourd'hui, je les vois plus comme des problèmes, je les vois comme une opportunité. Je me dis: «Ah chouette, il y a un défi de plus» et donc franchement, je me dis, ouais, il y a tellement à faire et depuis c'est comme avec les collègues, hein. Le jour où j'ai compris, parce que Dieu sait si on n'a pas des collègues qui vont nous taper sur le système. Le jour où j'ai compris qu'il fallait apprécier son collègue pour ce qu'il faisait de bien et pas pour ce qu'il faisait pas comme moi, bah, ça va beaucoup mieux et donc moi j'ai eu une collègue qui était très loin de qui j'étais, mais pourtant, elle avait des qualités organisationnelles extraordinaires, elle était méticuleuse, enfin et donc le jour où j'ai dit: «Bon, maintenant, je vois tout ce qu'elle fait de bien», bah, ça va beaucoup mieux et donc aujourd'hui, bah, plutôt que de regarder ce qui va pas, ben, voilà, je préfère te raconter, les trucs qui ont fait que ma journée était une belle journée. Ouais, super. Et donc, dans justement dans les soft skills que je dis, qui change, c'est l'état d'esprit avec laquelle on voit et bon, là, c'est un podcast Les Transformateurs. Bah, la première chose à transformer, c'est son état d'esprit. C'est comment on va voir, les choses. Moi, il y a 10 ans, j'ai eu un petit tilt, je me suis dit: «Merde,
la météo, je peux rien y faire et donc avant, je regardais la météo et je dis: «Merde, il va faire mauvais demain», bah, maintenant je m'en fous parce que je sais rien y faire et Absolument. dans la médecine, il y a oh, il y a 100 000 raisons de râler et ben, je préfère me dire: «Bah, sur quoi je peux agir?» Et souvent, la vraie vérité, c'est ce sur quoi on peut agir, c'est sur soi-même. Et donc, c'est pour ça que les soft skills me tiennent tellement à cœur et que pour moi, c'était une découverte, extraordinaire. C'est de me dire, bah, en fait, développer ces soft skills, cultiver ces soft skills, c'est, augmenter son pouvoir d'action sur ce qui nous arrive. C'est augmenter notre résilience, c'est augmenter notre leadership et hem et enfin, comme tu sais, cette année, finalement, bah, pendant la crise, ben, quand il y a eu la crise, moi, j'ai développé pour les néphrologues, j'ai mis en place, des webinaires, on s'est organisé pour faire des cellules de crise, par vidéoconférence toutes les semaines et bah, finalement, en mettant ça sur pied, beh, à la fin du mandat du président des néphrologues, ben, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit: «Oh, bah, écoute, on pense que ce serait bien que tu poursuives» et donc me voilà maintenant président des néphrologues francophones de Belgique, alors que j'ai jamais cherché ce poste. Je voulais pas, mais je l'ai pris parce que je me suis dit: «Ah chouette, je vais pouvoir à travers, à travers cette opportunité-là, bah, défendre ma vision intégrative et collaborative» et donc maintenant j'ai proposé à des néphrologues l'année dernière, bah, de discuter, de faire des tables rondes où on discutait des cas plutôt que de se taper, 1 heure de conférence, où la moitié des gens étaient sur leur iPhone, ou, se demandaient ce qu'ils allaient manger, ce soir et donc, voilà. Donc pour l'instant, je regarde plus les opportunités, ça m'empêche pas d'avoir des coups de mou, hein. Bon, tu me rassures. J'ai aussi appris ça, hein, il faut être, très humble. Tu es pleinement humain, tu es pleinement humain. Bon. Et alors une dernière question, qui tu nous recommanderais pour un prochain épisode, voilà, pour, voilà, une image de transformateur, qui t'inspire et qui gagnerait à être connu? Écoute, Heu, oui, j'ai rencontré, quelqu'un via le réseau LinkedIn que j'affectionne assez bien, qui est médecin et que j'ai eu l'occasion, aussi d'interviewer. C'est le docteur Philippe Rodet qui a écrit pas mal de livres, qui était un médecin, urgentiste qui a eu une longue carrière et qui, actuellement, s'est vraiment spécialisé, on peut dire ça, sur, l'importance de la bienveillance et je pense qu'aujourd'hui, ce que les patients, ce que les soignants ont besoin, c'est de la bienveillance et je trouvais que ce qu'il a écrit, ce qu'il incarne, ce qu'il partage, bah, c'est une très, très belle soft skill et donc ouais, je pense que c'est une belle personne à interviewer. Ah bah, très bien, bah, écoute, merci pour l'idée. Merci beaucoup, Jean-Marc, c'était passionnant. En tout cas, merci pour cet échange très très inspirant. Bah, je te remercie beaucoup parce que une de mes grandes inspiratrices des derniers mois, c'est toi avec tout ce que tu proposes et j'invite vraiment à rejoindre la belle communauté, qu'il y a autour de toi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Lydvine. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.